Değerli izleyiciler, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Tabii tam ismi olarak vurgulamak gerekirse biz Avrupa Yerel ve Bölgesel Kongresi'nin oturumlarındayız. Bizim misafirimiz Strasbourg Belediyesi 1. Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Avrupa Birliği işlerinden sorumlu başkan yardımcısıdır. Kendisi hem avukat hem de Avrupa Yerel ve Bölgesel Komitesi'nin kültürel eğitim yoluyla farklılıkların geliştirilmesi raporunu hazırlayan raportördür. Biz hem bunu hem biraz da Strasbourg ile, çünkü özgün bir şehirdir, bunu ile konuşacağız. Hemen misafirimize dönüyoruz. D'abord, soyez bienvenue sur notre plateau, Madame Rafik El Merini Naouel. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. D'une manière bref, je voulais vous présenter. Avocate, adjointe au maire, de relations internationales, de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter un peu davantage pour que nos téléspectateurs vous connaissent davantage. Mais écoutez, avec plaisir, oui, vous avez dit l'essentiel me concernant. Je suis de profession donc avocat au barreau de Strasbourg depuis quelques années maintenant, avec pour activité le droit des affaires. Et je suis élue, j'ai la chance d'avoir été élue avec Roland Ries en 2008, renouvelée dans notre mandat avec la confiance des électeurs en mars 2014. Et depuis 2008, Roland Ries m'a confié la délégation des relations européennes et internationales. Et à Strasbourg, ça a une grande signification en raison de la présence des institutions comme le Conseil de l'Europe où on se trouve actuellement, l'une des plus anciennes institutions européennes, et le Parlement européen qui représente les 28 États de l'Union européenne. De la famille socialiste. Absolument. Et plus spécialisée dans les affaires des étrangers. Je le dirais autrement, si vous me le permettez. Dossier. Oui, c'est-à-dire que je suis en charge de la relation de Strasbourg avec l'international, donc avec tous nos partenaires dans le reste du monde, l'Europe bien évidemment, mais au-delà. On n'est pas une Europe cloisonnée, on a une Europe ouverte sur le monde. Et par conséquent, je suis en charge des relations diplomatiques sur notre territoire avec les représentants des États membres, mais également des délégations étrangères qui sont présentes et travaillent sur notre territoire. Et autant qu'avocate, vous avez aussi travaillé dans le droit? Alors oui, j'ai été pendant très longtemps bénévole à CASAS, qui est une association formidable qui s'occupe des demandeurs d'asile politique et donc composée de spécialistes et d'experts et de gens motivés et impliqués dans la défense justement des causes des demandeurs d'asile politique, et je participais notamment dans la rédaction juridique des demandes d'asile et des recours. Et tout cela, ils ont d'une manière directe et indirecte avec votre rapport qui s'intitule Promouvoir la diversité par l'éducation interculturelle et les stratégies de communication. Alors je ne sais pas si c'est ça qui a une... Pardon. Non, non, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que je suis très impliquée et intéressée dans le sujet que vous venez effectivement de décrire, l'éducation à la diversité interculturelle. Mais je pense que ce qui me fait m'y intéresser, c'est un cumul de plein de choses, un parcours personnel, professionnel, politique. Mais c'est un sujet, à mon avis, qui doit être appréhendé par tout le monde, parce qu'il est la base, j'ai envie de dire, de la paix sur notre territoire et du vivre ensemble. Mais nous en parlerons peut-être un petit peu plus. Bien sûr. D'une manière pédagogique, quel est le message qui comporte ce rapport, mais vraiment pédagogique? Très bien. Alors, je vais essayer de résumer. C'est pas facile pour un avocat politique en plus d'être synthétique. Le premier message, effectivement, celui que ce rapport essaye de faire passer, c'est de dire, quand nous avons des étrangers sur notre territoire, nous faisons tout pour leur transmettre une éducation à la citoyenneté pour qu'ils puissent s'intégrer au mieux et accéder à l'égalité des chances. Et c'est normal. Mais je pense
que l'autre pilier du vivre ensemble et de la démocratie, c'est que les résidents de notre territoire, donc qui sont là depuis longtemps, doivent également être éduqués à la diversité pour ne plus avoir peur de l'autre, ne plus avoir peur de l'étranger, de connaître la culture des étrangers sur leur territoire pour une meilleure intégration, une meilleure confiance et un respect mutuel. Dans ce cadre-là, l'éducation, ça doit comporter quoi d'une manière concrète? Dans le cadre de votre rapport, on peut se permettre aussi de sortir peut-être dans le cadre puisqu'il y a des différents exemples, l'exemple scandinave, l'approche sur le sujet et l'approche en fait des pays, allez, on va dire centralisés, qui connaissent pas tellement les droits à la différence plurielle, surtout collectif. Ce rapport, comme vous l'avez souligné en introduction, il a vocation à émettre des recommandations aux collègues des collectivités locales des 47 États membres. Et comme vous le soulignez à l'instant, les systèmes sont différents, les régimes d'organisation institutionnelle sont différents d'un pays à l'autre. Quelques exemples, ça serait bien, parce que oui, vous avez étudié, donc... oui, ouais. Si vous permettez. Donc ces recommandations ont vocation à pouvoir être appréhendées et applicables dans le plus possible d'États membres du Conseil de l'Europe. Pourquoi? Parce que cette démarche est une démarche pragmatique et empirique, elle part du terrain. Il se base sur quoi ce rapport? Ce rapport se base sur une démarche partenariale avec les acteurs de terrain. C'est-à-dire qu'une collectivité locale ne peut rien faire toute seule. Elle doit impulser, évidemment, la volonté politique est importante, mais elle doit pouvoir travailler avec la société civile, les associations, avec les résidents eux-mêmes, avec les médias. La perception souvent négative que les gens ont de l'étranger peut être parfois contrebalancée avec un partenariat avec les médias, notamment locaux. Ce sont des journalistes de proximité avec lesquels on a des échanges. Et l'autre pilier sur lequel on doit pouvoir axer le partenariat, c'est avec le monde éducatif. Le monde éducatif, pourquoi? Parce que c'est dès le plus jeune âge que la perception de l'étranger, de l'autre, doit être travaillée. Et c'est souvent dans les manuels scolaires, dans les programmes scolaires, que ce travail peut être le plus pertinent. Mais qui a autorité sur l'élaboration du programme scolaire? Là, ça dépend des pays et des États membres. Vous avez raison. En France, c'est l'autorité nationale. Donc, il faut un appui des autorités nationales, évidemment, dans certaines démarches proposées par mon rapport, pour pouvoir influencer le terrain, dans le sens positif, le mot influencer le terrain pour changer la perception qu'on a de l'autre, le connaître, le découvrir, apprendre à avoir confiance et avoir une meilleure intégration. Je m'explique, je donne un exemple précis dans les programmes scolaires. Souvent, l'histoire de l'immigration n'y apparaît pas. Et quand elle n'y apparaît pas forcément valorisée. L'immigration comme étant un apport, une richesse économique, sociale et culturelle. Et bien, si on faisait ce travail-là dans les manuels scolaires dès le plus jeune âge, les enfants, c'est à cet âge-là, dans je dirais le cursus notamment du primaire, où ils ont le plus d'ouverture d'esprit. Et cela, nous pouvons le faire qu'en combinant les efforts sur le terrain, mais avec les autorités nationales. Aussi, en fait, de quelle manière, en fait, valoriser de certaines, en fait, de bagages des étrangers qui viennent, en fait, qui s'installent dans les quartiers, dans les villes ou dans le territoire national. Mais je suis une élue locale, donc vous comprenez que je crois fortement aux acteurs territoriaux, aux acteurs locaux. Nous avons, je donne l'exemple que je connais le mieux, à savoir Strasbourg. Je suis une élue de Strasbourg. Nous avons un tissu associatif formidable. Eh bien, ce tissu associatif est un levier important pour amener à découvrir la culture, effectivement, des nouveaux résidents qui sont étrangers sur notre territoire. Que font ces associations? D'abord, ils commencent
par fournir des cours de langue locale aux étrangers afin qu'ils maîtrisent la langue locale et s'intègrent. Ils permettent l'organisation d'expositions culturelles pour découvrir la culture, l'histoire de ces nouvelles communautés. Ils font des manifestations festives mettant en valeur les traditions culturelles. Donc quand c'est festif, ça implique tous les résidents, quelles que soient leurs origines, quels que soient les pays desquels ils viennent, quelle que soit leur nationalité, à participer et à échanger. Je vais vous donner un exemple très concret qui s'est passé à Strasbourg lors du mois de Ramadan, il y a quelques mois à Strasbourg. Une association dans un des quartiers de Strasbourg, le quartier du Neuhof, a organisé une soirée rupture du jeûne œcuménique avec toutes les associations, quelle que soit leur pratique religieuse, à venir avec chacun une spécialité, et elle a été partagée sur de grandes tablées, enfants, hommes, femmes, toutes les religions, et c'était un vrai bonheur et un vrai moment de partage. Et donc ça a permis de parler avec l'autre, de découvrir, de savoir pourquoi, à quoi sert le ramadan, qu'est-ce que c'est, revenir même aux traditions culturelles de manière plus large. Mais c'est ce travail que font les associations. Et nous, collectivités locales, nous devons soutenir l'action de ces associations, que ce soit par des moyens financiers, par des mises à disposition de locaux, en étant présents à ces manifestations pour montrer notre soutien politique également. Vous voyez ces deux petites choses, mais sur le territoire, elles permettent de diffuser des messages de bienvenue de ces nouvelles communautés étrangères, mais également de permettre à ceux qui ne connaissent pas la culture de la découvrir. Parce que souvent, ce sont des préjugés bien ancrés, fondés sur rien. Pour ne pas être en fait unilateraliste, le côté de pays d'accueil ou de villes d'accueil et les immigrés, qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait que quand on dit les étrangers, ils doivent venir s'intégrer et basta, Mais s'assimiler? Non, c'est différent, l'assimilation, l'intégration. Oui. Mais justement, c'est tout l'objectif de ce rapport. Quand je vous disais en début de notre échange que la démocratie, la colonne vertébrale de la démocratie est composée de la citoyenneté, mais aussi de l'interculturalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'étranger qui vient s'installer sur notre territoire doit se sentir citoyen de ce territoire. Donc il doit être éduqué à cette citoyenneté. Ça, c'est l'effort que doit faire l'étranger, et c'est juste. Mais il faut que ceux qui l'accueillent soient éduqués à l'interculturalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Soient éduqués à l'ouverture d'esprit, à découvrir la culture de celui qu'on accueille, à le connaître et à l'accepter. Donc, c'est les deux faces d'un même miroir. Et ça, c'est important. Ça ne peut pas marcher unilatéralement, comme vous le dites. On peut faire tous les efforts pour s'intégrer. Si l'autre a peur de vous, il a peur de vous. Il ne viendra pas vers vous. Et ça crée quoi? Ça crée, comme ça a été une des questions qui m'a été posée hier lors de la présentation de mon rapport, que faire contre ce phénomène de quartier qui inclut uniquement des membres d'une même communauté? Comment le désenclaver? Comment permettre à ces quartiers-là d'être perméables à la diversité? Mais je dis à ma collègue qui était de Hongrie, qui m'a posé cette question, vous savez, ça ne s'est pas fait par hasard. Ces quartiers ne se sont pas composés uniquement d'une communauté par hasard. D'abord, il y a des difficultés de langue, d'où un travail de langue à fournir à ces communautés pour qu'elles puissent oser aller vers les résidents, je dirais, d'origine des villes d'accueil. Ensuite, c'est parce qu'ils ressentent la peur des autres et qu'ils ont eux-mêmes un peu de frilosité à parler de leur culture, qu'ils préfèrent en parler entre eux. Et donc ça crée ce phénomène de communautarisation dans un quartier. Mais ce rapport n'est pas la seule clé de réussite de la diversité interculturelle. Ça doit être une des clés. Il y a des politiques à mettre en œuvre plus globales. Ce quartier, par exemple, si je dois raisonner en politique locale, devra faire l'objet de réhabilitation de logements, devra faire l'objet de construction de maisons neuves pour attirer des classes nouvelles, devra faire l'objet de la présence de plus de services publics, parce que souvent ces quartiers sont fermés parce qu'ils contiennent une seule et même communauté, parce que souvent ce sont malheureusement des communautés fragiles.
touchés très fortement par le chômage et la pauvreté, ce qui accentue l'image négative sur les résidents de ces quartiers et accentue de façon collatérale une image négative sur leur culture. Donc il faut être plus présent en termes de services publics, travailler sur la rénovation des immeubles pour permettre aux autres d'avoir envie de s'installer dans ces quartiers et travailler avec les résidents eux-mêmes, ces étrangers qui sont installés ou d'origine étrangère qui sont installés, pour qu'ils aient envie de parler de leur culture et qu'ils organisent eux-mêmes des manifestations pour partager leur culture. C'est un travail global. Et très concrètement et directement à votre question, l'effort doit être demandé à l'étranger qui a envie de s'intégrer dans notre ville, mais il doit également être demandé à ceux qui accueillent cet étranger. Sinon, ça ne réussit pas. Absolument. Et un guise d'autocritique, bien sûr pas sur vous en personne. Il y a une vingtaine d'années, certains quartiers, on avait l'image même de Strasbourg, qu'ils en étaient délaissés. Mais bon, maintenant, ce n'est pas le cas. Est-ce vrai ou pas? Oui. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu peut-être des choix politiques malheureux et donc pas une vision globale du territoire. Un territoire, c'est une globalité, c'est tous ces quartiers. Et le tram, par exemple, à Strasbourg, pour prendre à nouveau le cas que je connais le mieux, a été aussi, quand je vous dis que c'est pas mon rapport, c'est une des clés pour éduquer à la diversité, pour l'ouverture et l'intégration et le vivre ensemble. C'est le socle du vivre ensemble que j'essaye de toucher. Mais il y a d'autres clés. On a parlé de l'habitat, par exemple, mais le tramway a été une vraie réussite pour désenclaver les quartiers. Les quartiers devaient être ouverts sur d'autres quartiers, sur le cœur de ville. C'est ce qu'a permis le tramway, le réseau du tramway. Parce que quand un quartier est isolé, notamment par l'absence de transport public fluide, eh bien, il a tendance à plus en plus se renfermer sur les résidents qui y habitent ou la communauté qui y réside. Et effectivement, ça doit être au cœur des politiques publiques locales, la rénovation, l'intégration, l'articulation de tous les quartiers avec un traitement équitable. C'est ça la démocratie pour tous. Je vais juste ajouter, permettez-moi d'ajouter, en fait, où les bureaux de mairie s'installer dans les quartiers, les bibliothèques, les centres de culture qui n'existaient pas il y a vingtaine d'années dans certains quartiers, mais maintenant qui existent. Je ferme la parenthèse. Merci de le rappeler, je vous remercie. Donc, alors, bien sûr, je vais vous faire parler des chiffres. Des chiffres, en fait, les analyses qui ont été faites par différents organismes, en fait, de Fondation de Marshall, etc. C'est des chiffres vraiment qui, on peut pas croire. Dans la grande majorité des pays, les recherches qui ont été faites, les gens croient presque, en fait, qu'il y a trop d'étrangers dans leur ville. Et cela est partout dans certains pays. C'est incroyable, mais je vous laisse la parole sur ce sujet-là, de faire parler un peu des chiffres. Mais oui, mais très sincèrement, les chiffres sont là pour étayer une idée politique et un message politique. Et vous avez raison de dire que selon les analyses des experts, la perception qu'on a de l'étranger est tellement parfois négative qu'elle ne correspond pas à une réalité. Par exemple, comme vous le dites, dans certains pays ou certaines villes, on a une perception tellement négative de l'étranger qu'on a l'impression d'une invasion d'étrangers, alors que les chiffres démontrent bien que la proportion d'étrangers par rapport au reste de la population est, somme toute, très faible en comparaison. J'ai envie de dire que ça va même plus loin. Souvent aussi, il y a certains partis politiques clairement xénophobes, clairement racistes, promeuvent l'idée que l'étranger, c'est aussi une source de dépenses et absolument pas une source de plus-value. Des enquêtes très sérieuses par des économistes sérieux ont été menées démontrant que l'immigration est une source de plus-value économique, clairement, et non pas juste consommatrice, comme aiment à le propager certains, d'allocations et de subventions
publique. Et c'est ça qui a été le cœur et le fondement du rapport que nous avons mené ici pour le Congrès sur l'éducation de l'interculturalité, parce que partant de chiffres qui démentent une perception, on s'est dit, il y a un problème. La perception que nous avons des étrangers, très souvent négative, n'est pas en corrélation avec la réalité. Alors, où est la difficulté? La difficulté est dans le message politique, la difficulté est dans la communication autour des étrangers, de leur culture, de leur richesse sur notre territoire économique, mais moi j'ai envie de dire surtout culturel et social. Et je pense, je l'ai un peu dit, le nerf de la guerre, et mon rapport en fait une recommandation, c'est, j'en appelle très très sincèrement à tous mes collègues dans toutes les collectivités des 47 États membres, plus de 200 000 collectivités, à être vigilants là-dessus. Arrêtons d'instrumentaliser l'immigration dans le débat politique local ou national. Mais nous sommes des élus locaux, maîtrisons ce que nous savons maîtriser, le local. L'instrumentalisation du débat politique, de l'immigration dans le débat politique fait un grand tort à ceux pourquoi on a été élus, de la cohésion sociale sur notre territoire et le vivre ensemble. On divise. Et diviser, ça n'est jamais bon, en tous les cas, pour nos concitoyens et encore moins pour les élus locaux que nous sommes. Je vais vous donner un exemple d'instrumentalisation de l'immigration dans le débat politique. L'actualité malheureusement terrible qui nous entoure nous en a fourni un exemple assez parlant. Les monstruosités qui sont perpétrées en Irak et en Syrie par cette organisation terroriste, décapitant, violant, tuant à tour de bras des enfants, des femmes, des civils, par une organisation qui se revendique de l'islam. On parle de Daesh. Je n'aime pas les appeler comme ça parce qu'effectivement c'est leur reconnaître une notion d'État qu'ils ne méritent évidemment pas. Qu'on le dise en français, en anglais ou en arabe, pour moi, c'est leur reconnaître cela. Pour moi, c'est simplement une horde de barbares qui se cache derrière une religion qui n'a jamais prôné, bien évidemment et heureusement, ce type de comportement. Eh bien, que s'est-il passé chez nous en Europe? Eh bien, il a été question tout de suite de demander à la communauté musulmane, qui bien souvent n'est pas étrangère d'ailleurs, elle est nationale dans ces différents pays, de montrer patte blanche en condamnant fermement ce qui se passe là-bas. Mais nous devons tous condamner ce qui se passe là-bas. Qu'on soit musulman, chrétien, juif ou quelles que soient nos croyances ou pas, nous devons condamner. Pourquoi ce serait aux musulmans d'être interpellés ou appelés à être dans la condamnation ferme et expresse de ces horreurs plus que d'autres personnes? Est-ce qu'il n'y a pas là un lien implicite qui est quand même fait entre ces horreurs qui sont commises là-bas et les musulmans, par exemple, de France ou d'Angleterre ou de d'autres pays d'Europe et d'Occident? On n'a jamais demandé aux Basques de condamner fermement le TA parce qu'on ne faisait pas l'amalgame. Ne faisons pas l'amalgame, même au niveau du débat politique ou de l'expression politique, entre les musulmans d'Europe ou d'ailleurs et ces monstruosités qui sont certes commises au nom de l'islam mais qui n'ont rien à voir ni avec l'islam et encore moins avec la communauté musulmane de nos pays respectifs des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Voilà, ça c'est un exemple où même inconsciemment on a instrumentalisé une religion qui est rattachée à une population qui est souvent une population issue de l'immigration ou immigrée. En fait, il y a... peut-être c'est pas fondé, mais au moment où certains pays disent, si on fait, ils vont dire, ah, de toute façon, c'est le pays chrétien, etc. Et donc, on vous laisse à faire. Laisse à faire, après, on a vu en Syrie, peut-être que la question, elle est partielle, que Qataris, l'Arabie Saoudite et les pays comme la Turquie, on a vu qu'ils sont
en fait, très très mal géré la situation. Parce que on a certains pays, ils ont légué la tâche de renverser le régime dictatorial en Syrie. J'ai pas compris la question. Donc, par Oui. rapport à Il y avait des arguments en disant on laisse agir certains pays Oui. d'armer en fait l'opposition, oui. on ne va pas faire nous-mêmes. Donc, ce qui a donné en fait une situation catastrophique. Oui, en là- léguant la situation en Arabie Saoudite qui n'est pas démocratique, le moins des choses à dire, le Qatari, Là, la Turquie qui avait d'autres projets dans la tête. Là, vous parlez de la situation géopolitique dans la région qui a conduit à la naissance de cette horreur qui se prétend État islamique ou Daesh, auquel bien évidemment on ne lui reconnaît pas la notion d'État. Mais effectivement, la situation est complexe. Mais quelle que soit l'origine de cette situation complexe, pourquoi le lien doit être fait avec la communauté musulmane en Europe? Ça n'a aucun lien, aucun rapport. Certes, nous sommes tous bien conscients que parmi les membres de ce groupe extrémiste, il y a des personnes de nationalité française, belge, anglaise ou que sais-je, donc venant d'Europe. Et on doit s'interroger sur nos territoires, pourquoi nos jeunes se sentent impliqués ou ont envie d'aller combattre aux côtés de ces terroristes. Ça, c'est une bonne question à se poser sur nos territoires. La ville de Strasbourg, de quelle manière elle est interpellée? Parce qu'on a parlé d'il y a en fait 5-6 mois que dans certains quartiers, il y a des jeunes qui sont partis, qui sont rentrés. Oui. De quelle manière la ville en fait Oui. est interpellée? Ça, c'est effectivement une excellente question et qui est à la base même je dirais, de la réflexion et, je l'espère, de la solution à trouver dans ce cas-là. À Strasbourg, comme beaucoup d'autres villes, effectivement, nous avons été touchés par ce phénomène. Et je peux vous dire très exactement l'expérience que j'en ai. Figurez-vous, nous avons tous été jeunes. Et ça a concerné pour Strasbourg un certain nombre de jeunes qui se sont rendus en Syrie et qui ont été happés par ces groupes terroristes pour combattre à leur côté. Certains sont revenus, certains malheureusement sont décédés là-bas, d'autres y sont encore. Ceux qui sont revenus, la justice suit son cours évidemment les concernant, mais ça nous a interpellés. Pourquoi ces jeunes se sentent-ils le besoin d'y aller? J'ai discuté avec un jeune justement d'un des quartiers qui concernait les jeunes qui sont partis, qui a un cousin qui est là-bas et qui a perdu 2 de ses amis d'enfance qui sont partis, qui sont décédés là-bas. Et il m'a dit, je les connais bien. Ils sont comme moi, me dit-il, on avait envie de se rendre utile. Et on a tous été jeunes. Et tous, pendant notre adolescence ou quand on était jeune adulte, on avait ce sentiment d'avoir envie d'être utile, de servir à quelque chose. Et ce jeune homme me dit, au moment où mes 2 amis d'enfance sont partis en Syrie, moi, je me suis engagée dans une association pour l'AMSED, pour ne pas la nommer. Et l'AMSED, qui est une formidable association, qui est dans le co-développement, dans le partenariat et la solidarité internationale. Il s'est engagé dans cette association et ils sont partis au Maroc, à Fès, pour venir en aide à un orphelinat, pour l'accompagnement éducatif, mais aussi pour des travaux très concrets de rénovation de l'orphelinat. Eh bien, ce jeune a trouvé dans cette démarche une réponse à sa soif de se rendre utile. Et il m'a dit, mes amis étaient comme moi, mais eux ont suivi le mauvais chemin. Ils ont été happés, captés par des personnes sans scrupules qui leur ont fait croire qu'ils iront faire de l'humanitaire ou aider les rebelles qui se battent contre le régime dictatorial de Bachar el-Assad. Ils sont partis avec cette intention-là, mais ils se sont retrouvés, eux aussi, quelque part, otages de ces terroristes, contraints de se lancer dans une guerre qui n'est pas la leur, au front, et malheureusement, ils en sont décédés. Ça, c'est la majorité. Je ne généralise pas le phénomène, mais c'est la majorité des jeunes qui ont été malheureusement victimes aussi de cette propagande qui est très, très, très sournoise et très efficace. Vous avez lu comme moi le témoignage de cette jeune fille de 15 ans qui a expliqué comment elle a été captée au travers de Facebook, qui elle aussi voulait juste
aider ces rebelles. Et la fragilité, la sensibilité de cette jeune fille a été perçue par Facebook, par ces recruteurs de l'ombre. Et elle a été une des victimes parmi d'autres, des jeunes Français qui sont partis là-bas. Donc le vrai travail se fait auprès de jeunes qui ont un besoin fondamental de rendre leur vie utile avec un sens. Et c'est dans la proximité, c'est notre rôle, notre responsabilité en tant qu'élus locaux, dans la proximité avec eux qu'on peut répondre à ce phénomène, le contrer et arrêter cette hémorragie. Donc, pour conclure, un message pour ces jeunes et un message pour le pays de la région, en fait, pour arrêter cette perpétuel règlement de compte, les sociétés qu'ils ont brisées. Alors, il y a un message comme lui, à l'égard de mes collègues, les élus, les hommes et les femmes politiques. Arrêtez d'instrumentaliser l'immigration ou l'étranger dans le débat politique local et national. Ça crée la division. Un message à l'égard des résidents de nos territoires. Le respect mutuel et la confiance mutuelle se gagnent par la connaissance et la reconnaissance de l'autre. Voilà. Merci beaucoup, Merci Madame l'avocate, Madame adjointe au maire de Strasbourg et Madame la reporteuse. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. Merci.